à la CEDEAO. Mais il y a deux pays qui ont attiré mon attention. Trois pays, pardon, je vous en prie, trois pays. Le Togo, un. La Côte d'Ivoire, deux. Le Sénégal, trois. Mais sérieusement, quand vous regardez sérieusement, avec la Côte d'Ivoire, ici, je vous en prie, je vais vous lire ça. Alors, permettez-moi, hein, je vais vous lire. C'est la Côte d'Ivoire a décidé, parce que la Côte d'Ivoire s'attendait à cette décision de la CEDEAO. Donc, avant le sommet, Ouattara a instruit le ministre du Commerce, bien entendu avec le ministre des Affaires étrangères, avec son premier ministre, mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, parce que la Côte d'Ivoire a produit un communiqué pour dire que la Côte d'Ivoire maintient ses relations économiques avec les pays de l'AES. Premier élément. Pourquoi Ouattara a fait ça? Deuxième élément. Le Sénégal qui était supposé mener la négociation, j'ignore quel genre de négociation Bachirou a mené, mais la seule négociation que j'ai vue, c'est le chantage. Lié au Mali, son droit souverain sur ses documents administratifs de voyage, le passeport et puis la carte d'INA. On a vu ça avec le Sénégal. Deuxième élément. Troisième élément, le Togo a été plus malin que la plupart de tous les pays de la CEDEAO. Le Togo a mené des négociations avec le Mali, le Niger, le Burkina, en un mot avec l'AES, pour faire du Togo la porte d'entrée et de sortie des pays de l'AES sur la mer. Donc le Togo a signé un document avec le Mali, en un mot avec l'AES, et le Togo sera la façade maritime de ces trois pays, le temps que nous, on ait une entrée sur la mer. Oui, ça va se faire, bien entendu, il suffit juste d'ouvrir un canal sur le fleuve, sur le fleuve Niger, c'est tout, puisqu'on a le fils du Niger. Il suffit que les autorités prennent la décision de le faire. Mais le Togo, on a signé un document. Alors, nous, réfléchissons, je vous en prie une fois de plus, réfléchissons encore. Des trois pays que j'ai cités, il y a deux pays qui sont dans la délégation de la négociation. Merci pour le ballon, du côté de YouTube, Facebook, pardon. Merci pour le pouce au niveau de YouTube. Je vous en prie, écoutons très bien. Dans l'équipe de négociation, il y a deux présidents. Diomaye Faye, Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, intelligemment, fait tout pour que les trois pays désormais s'orientent vers son port. Diomaye, de son côté, met une pression illégale, je veux dire à des mots, du fait que si c'est dans le cadre de la CEDEAO, on peut dire qu'il a raison. Mais l'AES est dans une dynamique, elle se trouve dans deux organisations. Les deux organisations, la première est économique, UMOA, la deuxième est économique aussi, mais politique. Donc il y a eu des chartes additionnelles par rapport à la politique. Je m'arrête au niveau de la politique. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, la CEDEAO refuse d'évoquer la question
des présidents qui violent leur constitution et se maintiennent au pouvoir. Ils ne voient que le changement de régime par les militaires comme un coup d'État. Mais le coup d'État s'applique aussi à ceux qui violent leur propre texte. Des gens comme Tidjane Thiam, ils ont fait un coup d'État politique au sein du PDC-RDA, il y a eu coup d'État. Donc Alassane Ouattara, champion des coups d'État, il est reçu avec tous les honneurs à Abuja. Même si Faure Gnassingbé nous ouvre son port, c'est un patron des coups d'État constitutionnels. Alors, question. Est-ce que la CEDEAO est prête à faire ce qu'on appelle le nettoyage interne? Pas encore. Vous n'avez qu'à regarder Ouattara qui envisage un 5e mandat ou un 4e mandat. 4e mandat, c'est ça? Ouattara, un 4e mandat. Faure Gnassingbé qui sera désormais président à vie. Ah non, Premier ministre à vie. Parce qu'il a dépouillé le président de tous ses pouvoirs et il les a donnés au Premier ministre. Donc désormais, c'est un pouvoir parlementaire et non un pouvoir présidentiel. Donc, quand c'est un pouvoir parlementaire, vous restez à vie. Là-bas, il n'y a pas de limite de mandat. Le président, c'est le cas en Israël, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Angleterre et dans d'autres pays aussi. Donc, si vous voulez rester à vie au pouvoir, vous changez la constitution, et puis c'est le Premier ministre qui a tous les honneurs. Le président, il n'est là qu'à titre honorifique. Donc, Faure Gnassingbé, il change, et puis se maintient là, désormais il sera Premier ministre, et puis il va rester à vie au pouvoir, puisque c'est le Premier ministre qui aura tous les pouvoirs et tous les privilèges. Mais pour s'y faire, la primature qui est là, il va pas rentrer là-bas. Lui, il est trop gros, trop balèze, trop fort, trop puissant pour rentrer là-bas. Il va se construire un palais à la dimension du Premier ministre qu'il sera. C'est quand il va finir tout ça maintenant. Et puis les prochaines élections qui vont venir là. Lui, il devient le Premier ministre. Et puis le président sera un président juste figuratif, avec aucun pouvoir réel. Alors, pourquoi Bassirou? Et puis d'ailleurs, on nous dit, je reviens sur le sursis de 6 mois, le fameux sursis de 6 mois. D'ailleurs, commençons par là. 6 mois. 6 mois pour quoi faire? 6 mois pour quel objectif? 6 mois pour atteindre quel but? 6 mois pour se dire quoi? Quand vous écoutez ce qui a été dit, je vais vous amener ici. Permettez-moi de revenir rapidement pour vous dire ceci. Il y a un élément, je vais vous faire écouter ceci d'abord avant qu'on revienne sur, voilà, on va écouter ça ici, on va écouter ça. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de la population. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Vous regardez bien le terme choisi CEDEAO. Ils n'ont pas dit UMOA, mais CEDEAO. Pourquoi ils n'ont pas dit UMOA et CEDEAO? C'est des hommes intelligents, hein? C'est des politiciens, donc ils savent ce qu'ils disent. Pourquoi ils ne disent pas UMOA et CEDEAO? Pourquoi seulement ils disent CEDEAO? Tous les pays de la CEDEAO ne sont pas membres de l'UMOA. Mais tous les pays de l'UMOA sont membres de la CEDEAO. Je marque un petit arrêt, j'ouvre une parenthèse. Je vous invite à aller faire une petite recherche. Je vous avais dit, il n'y a pas longtemps, il y a
un Britannique depuis qu'on est sorti de la CEDEAO, je vous ai dit que si nous on sort, je l'ai dit, le jour qu'on va sortir du franc CFA, ce jour-là, le CFA sera dévalué. J'espère que vous vous souvenez que j'ai dit ça. J'ai dit, le jour qu'on sort de l'UMOA, le franc CFA sera dévalué. Mais alors, je vous invite aujourd'hui à aller regarder les pays de la CEMAC. Il y a une réflexion. Ben, attendez très bien, je vous en prie. Là encore, je vous amène à un autre niveau de la compréhension de la géopolitique liée à l'économie. La stratégie, il y a un jeu très, très perfide qui est en train de se faire. Mais les gens ne voient pas. Au niveau de l'Afrique centrale, ceux qui utilisent le franc CFA comme nous, on doit dévaluer le CFA en Afrique centrale. Gabon, Centrafrique, Guinée équatoriale, enfin tous ces pays que vous connaissez là, non? Hein? Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, on doit dévaluer le franc CFA. Mais je vous pose juste une question. Est-ce que vous pensez honnêtement et sincèrement que cette dévaluation va seulement concerner les pays de l'Afrique centrale et que cette dévaluation n'aura pas eu de répercussion sur l'Afrique de l'Ouest? Vous y pensez sincèrement? Ça n'arrivera pas. Alors, ben, pourquoi soyons maintenant assis sous l'arbre du savoir, l'arbre à palabre, l'arbre de la réflexion, le baobab de Dieu, asseyons-nous et puis réfléchissons. Réfléchissons. Pourquoi c'est là-bas qu'il commence? Pourquoi il ne jette pas l'opération de la dévaluation sur l'ensemble des pays qui ont le même franc en commun? Comment vous allez dire, dans une seconde, on me demande au niveau de TikTok de faire un petit truc. Alors, comment? Réfléchissons. Alors, on dit à l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, tous utilisent l'écho. Alors, on dit aux pays de l'Europe de l'Est, je vous en prie, écoutez très bien, parce que ça, c'est la perfidie de l'homme blanc. Ça, c'est le machiavélisme géoéconomique de la démocratie. Le machiavélisme géoéconomique de la démocratie. C'est pourquoi je vous invite à écouter. Quand on vient sous l'arbre, à palabre, sous le baobab de Dieu, on écoute. Ici, c'est un autre niveau. En Europe, l'ensemble Schengen, ils utilisent l'euro. Tous. Et on dit, au niveau de l'Europe de l'Est, au regard de leur économie, on va dévaluer l'euro. L'Europe de l'Est, on ne dit rien. Est-ce que vous croyez réellement que ceux qui sont en Europe de l'Est, en l'Europe de l'Ouest, pardon, ne vont pas s'imaginer que tôt ou tard ça va leur arriver et que c'est une stratégie qui a été mise en place? Mais pourquoi cette dévaluation? La première question. Alors qu'il y a un fonds de garantie qui est là pour amortir ces genres de situations. Alors, la dévaluation, avant la vraie dévaluation, la France est ruinée. La France est pauvre. La France est finie. Ils n'ont plus l'argent. Warbana. Et la France a utilisé nos ressources pour son propre compte. Sinon, lorsqu'on a déposé au niveau du Trésor français, au niveau de la Banque centrale française, cet or-là est suffisamment garni pour amortir tous les chocs en ce qui concerne la dévaluation ou autre chose. Mais quand la France arrive à cela, ça veut dire que la France elle-même, elle est déjà rentrée en récession, c'est-à-dire la crise économique a déjà commencé là-bas. Et pour permettre à la France de gérer ça, il faut que la France dévalue notre monnaie. Mais attendez, c'est pas fini. Si la France décide de faire cela sur l'ensemble des pays qui
ont le franc CFA en commun, on dira tout de suite que c'est le fait que nous, on prépare notre sortie que la France veut amortir le choc. Et là aussi, c'est une explication plausible. Pourquoi ce n'est pas ici et c'est l'autre côté? D'abord, on veut observer les pays de l'AES. Alors, quand vous voyez des petits journalistes avec des costumes remplis de cafards sur des plateaux de télévision, vous les regardez, ils font pitié, et c'est eux-là qui ont le gros français, pour nous dire que c'est nous qui allons perdre plus que, je vous fais écouter, hein, je vous en prie, c'est nous qui allons perdre plus que la CEDEAO. Mais pourquoi la France décide alors d'anticiper notre sortie? La dévaluation au niveau de l'Afrique centrale, ce n'est pas que ces pays-là ont un problème avec leur économie. Non. Deux éléments. La France est en récession et la France veut anticiper la sortie des pays de l'AES et du franc CFA. Donc, si nous on sort et que la dévaluation arrive en Afrique de l'Ouest, on ne dira pas, ah non, 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 c'est parce qu'ils sont sortis que le franc CFA a été dévalué. Puisqu'ils ont déjà commencé en Afrique centrale, donc ça n'a rien à voir avec l'AES. Voilà ce qu'on va dire pour cacher la vérité. Parce que ça, on n'a pas vu venir. Il faut être vraiment, moi je suis pas économiste, mais je vois pas une économiste au monde qui peut dire que ce que nous disons est faux. Personne. Moi j'ai dit toujours aux gens, je n'ai pas besoin de convaincre quelqu'un. Moi j'ai dit pour moi et puis je suis parti à nous aller. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ça arrive. Ah, mais vous n'êtes pas témoin. On n'a pas, le président de la maison de la presse, il n'a pas demandé pardon devant tout le monde au nom de Joliba, c'est pas ce que j'avais demandé. Communication ARS. Après avoir tapé jusqu'à, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont créer Web TV. Avant, c'était pas ça le truc, hein. Avant, c'était pas ça. Parce qu'il y a eu plusieurs rencontres avant de parler de Web TV. Pourquoi c'est Bénin dit ça? Bon, je peux citer la liste est longue. Ici aussi, je vais vous dire qu'il n'y a pas ici, là, ils savent qu'on va sortir. Ils ont la certitude. Même l'écho ne pourra pas changer. L'écho ne pourra rien. Donc la France veut se prévenir d'une situation. Nous on sort, il faut dévaluer, il faut rentrer dans l'écho. Même si le Nigeria c'est pas gagné, le Ghana c'est pas gagné, parce que c'est les pays francophones. Alors pourquoi la France cherche tant à se rapprocher de ces deux gros pions? La France, Macron n'a pas appelé le président de la Sierra Leone. Macron n'a pas appelé le président du Libéria. Pourquoi c'est Tinubu et puis Nana Addo Akufo que Macron appelle? Pourquoi? Posez-vous cette question. Nana Addo Akufo est sortant, il est partant, il a fini son deuxième mandat. Lui, il commence son premier mandat du côté du Nigeria. Quand vous regardez l'économie ghanéenne, c'est l'une des économies les plus performantes au sein de la CEDEAO. Le Libéria, eux-là même là. Donc, Macron les appelle, il faut les convaincre d'entrer dans l'éco. Mais le choisi de Nana Addo Akufo a perdu les élections. Donc, Macron croyait que le candidat de Nana Addo allait gagner. Il est passé laisser un message pour celui qui va venir au pouvoir. Il se trouve que c'est John, le nouveau président là, c'est lui qui a été retenu. C'est lui qui a gagné les élections. Donc ça faussait tous les calculs, et d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron. Maintenant, la dernière carte, c'est le Nigeria. Faire tout pour que le Nigeria accepte. Parce que quand vous rentrez, il faut montrer les avantages. Montrer que le Naira, alors que le Naira, par moment, le Naira devient une monnaie forte, par moment, ça chute, il y a cette fluctuation. Mais la France veut rester au contrôle. Ce que les pays anglophones ne veulent pas par rapport à l'éco. Ils veulent que la banque centrale soit créée au sein en fait, dans ces pays-là, et que eux-mêmes, ils aient leur propre marge de manœuvre. Ce que la France va perdre, parce que si la France perd ses manettes, elle sera obligée de restituer l'argent. En un mot, l'or que nous avons déposé dans le trésor. Et si nous retirons notre or, la France perdra sa place
au niveau international. Attention, c'est à cause de notre or que la France a un certain niveau et que les gens accordent un certain crédit. Dès l'instant où nous allons récupérer notre or, la France ne sera plus dans cette place de privilégiés. Avoir des prêts, ce sera même compliqué. Donc la France, elle va accepter de dire, je ne vais pas intervenir, mais elle va travailler en douce avec les pays francophones. Vous êtes membre de l'ECO. Vous, je peux avoir votre or ici, me porter garant. Je ne sais pas comment il va gérer ça, mais c'est sur ce mécanisme-là qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule. C'est-à-dire, les pays qui ont le CFA actuellement, leur or va rester entre les mains de la France et les pays comme le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria et les autres pays, n'est-ce pas, membres de la CEDEAO, ils continueront, ils seront membres comment on appelle ça, de l'ECO, mais eux, ils auront leur contrôle sur leur or qu'ils vont mettre en ça par rapport à cette banque centrale. Et cette banque centrale-là, écoutez très bien ce que je suis en train de dire, parce que je suis sûr que la DG, enfin, le service des renseignements intérieurs français, c'est pas la DGSE, et puis, les présidents ghanéens, nigériens et Macron, ils seront étonnés de l'analyse, parce que ici, jusque-là, personne n'a encore osé toucher à ce sujet-là. Je le touche parce que je sais que j'ai les compétences et la connaissance à la matière. Et il sera difficile, même pour les économistes, de dire que ce que je dis est faux. Je répète, il y aura deux types de banques centrales. Macron est en train de travailler pour ne pas que la France perde le privilège de l'or des pays francophones. Donc, la banque centrale de cette monnaie appelée ECO aura un accès direct sur l'or, une prise de participation sur l'or. Je ne sais pas les mécanismes et les économistes savent exactement, mais pour le moment, la formule n'a pas été trouvée. C'est pourquoi, sinon, attendez, John Mahama, merci beaucoup, Kolo. John Mahama, merci, le nouveau président du Ghana. Alors, j'arrête là, s'il vous plaît. J'ouvre la parenthèse, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si j'ai tort, je voudrais comme... Alors, expliquez-moi pourquoi jusqu'à présent, on n'a pas encore l'éco opérationnel. Pourquoi? Alors que Ouattara, c'était par rapport à cette signature-là que Ouattara a reçu le financement de plus de 1000 milliards pour le métro d'Abidjan. Alors, pourquoi Ouattara a eu le troisième mandat? C'est par rapport à l'éco. Alors, pourquoi on veut lui accorder le quatrième mandat? C'est par rapport à l'éco. Alors, pourquoi jusqu'à présent, l'éco n'est pas encore opérationnel? Pourquoi? C'est parce que Macron ne veut pas enlever sa main sur notre or. Et par moment, moi, je suis pressé par moment de voir nos pays aller aux élections pour récupérer notre or. Parce qu'à l'état actuel des choses, même si on peut se développer, on n'a pas besoin, aujourd'hui là, on a privatisé nos mines d'or. L'or qui sort aujourd'hui, c'est pour nous. Regardez la quantité de tonnes qui sort chaque année. Donc, même si on décide d'organiser les élections dans 2 ans, 3 ans, imaginez combien on peut avoir comme réserve d'or pour nous-mêmes déposée dans nos banques. Mais actuellement, pourquoi on a réquisitionné, on a nationalisé? C'est pour préparer tout ça. C'est pour préparer tout ça. On a commencé, nous on va pas acheter l'or. C'est pour nous-mêmes. On produit pour nous-mêmes. Donc, nos États ont commencé à stocker de l'or en quantité par rapport à nos banques centrales. Parce que tout a été déjà fait. Notre argent, tout est terminé. Je vous l'ai dit, c'est une question de temps. On est en train d'étudier certains mécanismes, c'est tout. Mais entre-temps, il faut mettre suffisamment d'or de côté. Je parlais avec une personne en Guinée qui s'est un peu emportée quand j'ai dit que malheureusement, Sékou Touré a créé une monnaie et tous les présidents guinéens qui sont venus, ils n'ont jamais cherché à augmenter la force, la capacité
la valeur de cette monnaie-là. Elle est restée telle que Sékou Touré l'a créée. Alors que le scandale, on dit la Guinée est un scandale géologique. Vous savez tout ça. Pourquoi vous ne travaillez pas pour renforcer votre monnaie? Mais aujourd'hui, je le répète une dernière fois, nos chefs d'État dans les 3 pays sont en train de stocker de l'or et suffisamment d'or. Il dit, mais suffisamment d'or pour financer notre économie, pour soutenir notre monnaie, pour que la monnaie ne soit pas une monnaie guinéenne, que ce ne soit pas le Naira du Nigeria, que ce ne soit pas le Cedi du Ghana, mais une monnaie véritablement forte. En plus de l'or, que cette monnaie, il y aura ce qu'on appelle un basket, un panier. Il n'y aura pas seulement l'or dans le panier, il y aura l'or dans le panier, il y aura l'uranium dans le panier, il y aura le lithium dans le panier, le pétrole, le gaz, le charbon, tout ça sera dans le panier pour renforcer notre monnaie. Alors, sinon, posez-vous la question, pourquoi jusqu'à présent l'école n'est pas lancée? Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule avec les pays anglophones. Les pays francophones sont tous d'accord pour que la France ait. Donc, la France veut continuer à se porter garante des pays francophones et avoir une table de négociation sur, une place de négociation sur la table des pays membres de l'ECO au niveau de la CEDEAO. Parce que si la France arrive à avoir une place sur la table, est-ce que vous avez une idée de la manne financière que cela rapportera à la France? 16 pays. C'est pourquoi il a appelé Nana Addo Akufo, croyant que son poulet allait gagner. C'est pourquoi il a appelé le président Tinibou pour discuter avec eux, voir comment tout ça. On ne les a pas appelés au hasard. Je vais vous faire une confidence. Allez remettre Tinibou en France. Est-ce que vous savez que ce sont les militaires français qui ont joué les clowns devant Tinibou et son épouse? Keita. Ok. Écrivez, après mon direct, mettez sur YouTube, dîner de gala, dîner, pardon, offert par Macron au couple présidentiel du Nigeria, Tinibou et Madame. Vous allez voir les militaires français en train de chanter, parler anglais comme les Arabes. Allez écouter. Quand j'ai vu ça hier, j'étais tombé. J'ai dit, c'est pas vrai. Ils n'ont pas invité des artistes nigérians en Europe, non. C'est l'orchestre de l'armée française qui a chanté dans l'anglais du Nigeria devant Tinibou et sa femme. Et puis c'est la délégation officielle. Parce que Macron a besoin du Nigeria. Et si le Nigeria est d'accord, si le Ghana est d'accord que la France garde les actifs en or des pays francophones, que eux n'ont pas de problème avec ça, donc il faut créer l'ECO. Demain matin, tout de suite, l'ECO sera opérationnel. C'est la formule, parce que la France ne veut pas perdre. Et la France a du mal. Le petit, il a trop gueulé. Et aujourd'hui, là, les gens disent, mais c'est quelqu'un qui parle, il gueule, mais il respecte jamais sa parole. Vous n'avez qu'à l'écouter, les politiciens et français, c'est ce qu'ils disent. Il dit des paroles et il ne connaît, il ne dit rien. Alors, il y a un petit bâtard qui est là, c'était Waro. Alors, moi, je sais pas. Moi, vous savez, j'ai un problème avec ces idiots-là. Ces petits bâtards ratés là qui ne valent rien, qui ne sont rien, même à peine je connais quelque chose mieux que toi. Alors comprenons ceci. Tu ne connais rien, mais tu veux chercher quoi ici? Jusqu'à ta mort, personne ne naîtra dans ta famille qui sera à la hauteur de mon fils. Mon fils de 8 ans, Gaussou. Dans ta petite famille de merde, personne ne naîtra de vous qui pourra nous arriver à la cheville. Tu dois être un bâtard pour venir écouter quelqu'un qui ne connaît rien. Et toi, tu es qui alors? Quelqu'un qui ne vaut rien, toi, tu viens l'écouter? Ah. On dit, dis-moi qui tu es, je vais te dire. Dis-moi à qui tu vas, je vais te dire qui tu es. Si je ne connais rien, c'est que toi, tu es la bêtise même de ta famille. Ou bien quoi là.
Alors, donne-moi une seconde, je vais enlever ce petit bâtard-là. Hein, donne-moi une seconde, moi je t'aide pas. Voilà, donne-moi une seconde s'il vous plaît. Voilà, bloqué. Voilà, confirmé. Voilà, bloqué, c'est terminé. Voilà, terminé. Voilà, on a fini ici. Alors donc, nous c'est simple. Hein. Tu ne veux pas dans mon direct et puis raconter ta vie de merde. Alors donc, on va continuer. Pour nous, c'est important, parce que quand vous regardez pourquoi l'école n'est pas opérationnelle, on va se poser des questions. Aujourd'hui, la dévaluation, parce que la Banque centrale, attention en Afrique centrale, avec la Centrafrique, ils ont commencé à discuter hein, sur la possibilité. Et c'est la France qui le leur a demandé. C'est la France qui a demandé que la Banque centrale des États de l'Afrique centrale commence à réfléchir sur la question de la dévaluation. Mais ce n'est pas réellement que l'Afrique centrale a des problèmes, non. C'est parce que la France veut amortir deux chocs. Un, la sortie des pays de l'AES, du franc CFA. Comment amortir cela? Comment empêcher? Parce que sinon, forcément, il y aura dévaluation. Je vous ai toujours dit, nous, on ne peut pas sortir, puis le franc CFA ne sera pas dévalué. C'est pas un pays qui sort, c'est trois pays qui sortent. Et puis, j'ai vu, attendez, souvent, même quand on parle de ces choses-là, ça fait rire, quoi. Le collège des chefs d'État, vu le traité portant création de la Confédération des États du Sahel, adopté à Niamey le 6 juillet 2024, vu la charte du Liptako Gourma du 16 septembre 2023, instituant l'Alliance des États du Sahel, convaincu de la nécessité de poursuivre les luttes héroïques menées par les peuples et les pays africains pour l'indépendance politique, la dignité humaine et l'émancipation économique. Fidèle aux objectifs et idéaux de la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif de l'Union africaine, guidé par l'esprit de fraternité, de solidarité et d'amitié, engagé à renforcer le lien séculaire entre les peuples d'Afrique, déclare la Confédération des États du Sahel est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider et de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. Toutefois, les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Les véhicules particuliers immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération conformément aux tests en vigueur. Les véhicules à usage commercial immatriculés sur le territoire d'un État membre de la CEDEAO et transportant des passagers pourront entrer sur le territoire d'un État membre de la Confédération AES conformément aux tests en vigueur. Fait à Bamako le 14 décembre 2024, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Alors, vous avez vu pourquoi d'abord un tel communiqué des chefs d'État de l'AES. Pourquoi? On n'a pas encore parlé de la CEDEAO, hein. Je suis en train de planter le décor, c'est un peu ça avec Keïta. On met la barre un peu haute, hein. Pourquoi un tel communiqué? Et quand vous regardez bien le communiqué est fait dans un esprit qui, logiquement, devrait parler à tous les présidents de la CEDEAO. L'AES dit ici, on n'a pas un problème avec les peuples de la CEDEAO, non. On permet au peuple de la CEDEAO d'entrer et de sortir sur l'espace AES. Même si demain la CEDEAO impose un visa,
Je ne sais pas si la réciprocité se fera, mais l'AES est un outil d'intégration. Malgré ce que le Sénégal a fait au Mali, le Mali ne répondra pas par la réciprocité. Ça, c'est la grandeur des hommes politiques. Les présidents de l'AES sont clairs. Nous voulons l'intégration des peuples, l'indépendance des peuples, la souveraineté des peuples. Nous n'allons pas confondre le combat politique que nous menons contre certaines autorités, le transporter au niveau des peuples. Contrairement à ce que la CEDEAO a fait, la CEDEAO a tenté, essayé par tous les moyens d'étouffer les peuples de l'AES. Mais nos présidents disent, ils ne se comporteront pas comme les présidents de la CEDEAO l'ont fait à une certaine époque. Même si on n'est plus à l'intérieur de la CEDEAO, nous allons permettre au peuple de la CEDEAO, aux populations de la CEDEAO, d'entrer et de sortir librement dans l'espace AES. Beaucoup peuvent se dire, pourquoi la CEDEAO va prendre telle décision, pourquoi, il faut aller au-delà de l'émotion. Oui, la CEDEAO peut décider d'imposer. Mais je vais revenir un peu sur la même situation. Une situation similaire s'est présentée en Europe. Lorsque Xi Jinping, le président actuel de la Chine, a décidé de faire passer la route de la soie en Europe pour l'Afrique, les Américains tout de suite ont demandé à l'Union européenne de s'opposer. Mais vu que les peuples étaient réfractaires, donc ils ont décidé que l'Union européenne ne donnera pas l'autorisation à la Chine d'entrer en Europe, mais que chaque pays européen, au cas par cas, discute avec la Chine. Donc, la Chine discute dans le cadre de ce projet-là, c'est un vaste projet. Ils veulent encercler le monde même, c'est-à-dire une route très ambitieuse. Tu pars de la Chine et tu peux atteindre tous les pays du monde. Donc, ils ont décidé que tous les pays discutent individuellement avec la Chine. Mais l'Union européenne n'opposera pas de veto. Alors, quelque chose d'extraordinaire. La même situation similaire peut se passer ici, au sein de la CEDEAO. La CEDEAO peut décider, nous n'allons pas imposer de visa aux ressortissants de l'AES. Nous laissons la responsabilité à chaque pays de décider souverainement. C'est ce pressentiment que j'ai. Je peux me tromper. J'espère me tromper. Je vais vous dire pourquoi la CEDEAO va agir ainsi. J'ai ce sentiment-là. D'abord, la Côte d'Ivoire a dit, à travers son ministre du Commerce, que la Côte d'Ivoire reste ouverte à l'AES. Le Togo et l'AES ont signé un mémorandum. C'est le Sénégal des deux dollars, les voyous Sonko et Diomaye. C'est pourquoi j'ai été un peu étonné qu'on dise que Diomaye a fait des négociations. Moi, j'ai dit, depuis qu'il a fait des négociations, on a vu, il a envoyé quelqu'un ici, avec une lettre, pour rencontrer Assimi Goïta. Mais je sais pas, puisque le contenu de la lettre n'a jamais été dévoilé. On n'a jamais parlé de ça. Ils étaient trois. Lui et puis Faure Gnassingbé et Oumarou Embalo a décidé d'être le troisième président, selon la troisième personne. Mais on n'a jamais vu
ni le ministre des Affaires étrangères du Togo au Mali, puisque ça c'était le président de l'AES. On n'a jamais vu soit le premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères du Togo ici au Mali. On a vu un envoyé de Bassirou avec une enveloppe. On n'a pas vu d'envoyé de Oumarou Embalo Sissoko. Alors, quel genre de négociations ils ont fait? Je vais vous faciliter la compréhension. Quand Donald Trump a été à Paris pour la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui avait brûlé il y a 5 ans, il a rencontré, avant qu'il n'arrive, Macron lui avait dit qu'il y aura un petit sommet, lui, Macron, Zelensky et puis Trump. Mais comme Macron voulait se mettre en lumière, il voulait prouver que c'est lui le grand Macron, il a refusé d'inviter l'Union européenne. C'est-à-dire, la présidente de la Commission de l'Union européenne n'a pas été invitée. Le secrétaire général des Nations Unies n'a pas été invité. Alors que ça pourrait donner une autre dimension, mais il a refusé de faire ça. Donc, il a reçu Trump et puis Zelensky. Et Trump a dit à Zelensky, la promesse que j'ai faite pendant ma campagne, je vais la tenir. Et d'ailleurs, sans cela que beaucoup de personnes sont en train de dire que l'Europe a trahi parce que Trump est déjà clair, hein, moi, on va pas, à partir du 6 janvier, il va plus donner un centime, je crois 20 janvier, c'est ça, je sais pas la date d'inauguration, un centime du contribuable américain ne sera plus envoyé en Ukraine. Il a dit. Il a dit. Et si les États-Unis ne financent pas, l'Europe, pour que l'Europe finance, il faut que les Américains financent. Trump dit non. Lui, il a beaucoup de choses à faire, il ne veut plus rentrer dans ce jeu-là. Alors donc, vous commencez à comprendre ici que l'AES a fait quelque chose de fondamental. Mais, au lieu que les petits esprits égarés et pervertis, au lieu que les gens parlent de ce que l'AES a fait, c'est-à-dire permettre aux ressortissants de la CEDEAO d'avoir libre accès à l'espace AES, les gens, tout le monde s'est focalisé sur les 6 mois. Que signifient réellement les 6 mois? Pour qu'on accorde 6 mois. Le 20 janvier, merci beaucoup mon frère, le 20 janvier. Alors, le 6 mois. 6 mois. 6 mois. Pendant tout ce temps, qu'est-ce que Diomaye a fait? Aller s'asseoir sur les plateaux, dans les rencontres internationales, raconter sa petite vie, c'est ça là, la négociation, c'est ça là. La négociation, tout le monde est unanime, il n'y aura pas de retour. Donc quand les gens disent 6 mois, en réalité, c'est pas à nous qu'ils ont donné 6 mois. Non, c'est pas à nous. Ils se donnent eux-mêmes 6 mois. Parce que, contrairement à des petits esprits égarés qui croient que le retrait, ça va nous coûter quelque chose, ils ont tout fou. On a déjà pris des dispositions. Alors, les gens disent, les échanges commerciaux entre l'AES et puis les pays de la CEDEAO, de l'AES au pays de la CEDEAO, c'est 2-3%. Des pays de la CEDEAO vers l'AES, c'est 36%. Et puis de 70%, ça vient des États-Unis, de la France. Alors moi, le monsieur qui a parlé, j'ai regardé sa bouche même, c'est-à-dire son visage, excusez-moi, je ne me moque pas de lui, mais c'est comme ça. Quand vous êtes vilain, on doit dire que vous êtes vilain. Quand vous avez une sale gueule, on doit dire que vous avez une sale gueule. C'est pas c'est la réalité, c'est ce que vous êtes. Apprenons à accepter la vérité. J'ai regardé le monsieur, son visage, quand il parlait, j'ai dit, je parle, pourquoi tu es aussi laid? Ta tête, il y a quelque chose visiblement qui n'est pas correct. Alors, aujourd'hui, depuis l'avènement d'Assimi Goïta au pouvoir, qu'est-ce que nous importons réellement de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal? La Côte d'Ivoire, c'était 2 choses essentielles, les intrants
l'engrais, l'huile du Nord, pas de publicité, et surtout aussi la ticket, hein, la ticket. Mais à qui vous allez faire du tort quand vous empêchez la, la vieille femme Agui qui a sa plantation d'attiqué, qui finance les études de sa fille à l'université, vous lui dites, elle peut plus venir vendre au Mali, elle peut plus venir vendre au Burkina et au Niger, à qui vous faites du tort? Si moi je mange pas attiqué, est-ce que je vais mourir? Gaussou, lui, il a cette racine ivoirienne là. Lui, son affaire d'attiqué, tu t'amuses pas avec Gaussou. Moi, j'ai pas de problème. Mais ici, au Mali, on a trouvé une solution palliative. Ça veut dire quoi? Les Ivoiriennes qui se sont établis au Mali, maintenant, elles-mêmes produisent de la ticket au Mali. Ça sort toute la Côte d'Ivoire. Elles ont plantation de manioc ici. Elles-mêmes, elles ont leur plantation ici. Et puis elles font leur ticket ici. Et moi, quand souvent je vais là-bas, quand ils savent que je suis arrivé, j'ouvre le coffre de ma voiture, j'achète plein, je remplis, puisqu'il y a beaucoup de frigos. Donc, j'ouvre le congélateur, là, et puis on met la ticket là. On met la ticket là, autre chose. Quand Gauss a besoin de ça, ça va voir son, elle prépare, lui donne. Les poissons, quand je vais acheter les poissons ici, souvent les poissons que j'achète, ça va dans les 50, 60, 100 kilos. Les gens disent, c'est un restaurant. Je dis, c'est pas un restaurant. Donc, ça devient comme, les gens coupent ça. Quand tu dis que c'est poisson, tu peux même pas croire à ça. Ils coupent ça. Je viens, je mets au frigo. Donc, quand les gens parlent, ils savent pas de quoi ils parlent. Aujourd'hui, l'usine de Sanya, Sanya ou bien quoi, il y a Sanya, il y a Aya, c'est ça? Il y a combien? Bon, sans publicité, il y a Aya, il y a Sanya, et puis il y a Eleonore ou bien quelque chose. Je sais pas, il y a combien de types d'huile. Mais aujourd'hui, nous avons l'ancien capitaine du Mali, Seydou Keïta, qui a ouvert son entreprise de production d'huile à partir du coton. Donc, on attend que cette entreprise-là rentre dans toutes ses capacités de production. L'huile sera suffisamment et pour le Mali, et pour le Burkina, et pour le Niger. Mais qui paie? C'est la Côte d'Ivoire qui paie. C'est pas nous. Nous, on peut s'approvisionner ailleurs. On peut acheter l'huile avec la Chine. On peut acheter l'huile avec l'Iran, avec la Turquie, avec la Russie. Est-ce qu'on est obligé d'acheter avec les États-Unis ou chose? À qui vous faites du tort? Au contraire, nous sommes un marché potentiel pour les entreprises ivoiriennes. Merci beaucoup. Alors, est-ce que, merci, comment on appelle, ISIF. Oui, il y a quoi là? Samia, Aya, et puis Dino. Merci. Alors, en Côte d'Ivoire, est-ce que Ouattara veut prendre le risque? Parce que comment le budget, comment, merci beaucoup pour la banane. Alors, comment le budget est financé? Alors, comment je vois ces petits journalistes souvent excités avec leur gueule là, qui pue la mer sur les réseaux, ils disent n'importe quoi, mais vous êtes bête. Comment Ouattara finance son budget? C'est à partir des taxes, c'est à partir de l'impôt, c'est à partir de, sur les entreprises. Pour que ces entreprises payent leurs taxes, leurs impôts, il faut que ces entreprises vendent. À qui ces entreprises vont vendre? Quoi? Vous avez une production pour 100 millions de personnes, et puis c'est à 30 millions vous allez vendre, ou à 20 millions de personnes vous allez vendre. Enfin, et le reste à qui vous allez vendre? Parce que quand ces entreprises-là produisent là, c'est avec une prévision de 100 millions. C'est-à-dire en prenant certains pays de la sous-région dans l'espace CEDEAO. Alors, si vous dites que c'est nous qui allons perdre, ça fait combien d'années déjà nous on est dans la résilience? Ça fait combien d'années déjà on a commencé à orienter notre approvisionnement? Et ça, c'est juste pour un moment parce que à l'AES, on a décidé désormais de produire nous-mêmes et consommer nous-mêmes. Et le Burkina aujourd'hui des trois pays est beaucoup en avance. Le Mali est en train d'emboîter le pas, le Niger. On n'aura pas, c'est nous avec sa production d'huile peut couvrir les besoins du Mali, du Niger, du Burkina. Maintenant, si on n'arrive pas, la petite quantité qui manque, on va prendre ça avec la Chine, on va prendre ça avec la Russie, on prend ça avec d'autres pays, mais pas forcément. Donc, si vous fermez le marché AES, c'est vos entreprises qui vont perdre. Ça, c'est le Ghana.
Le Ghana, ce sont les voitures et les pièces de voitures. Mais le Mali est un gros marché pour le Ghana par rapport aux véhicules et les pièces détachées. Est-ce que vous voulez que le Ghana perde cet intérêt-là parce que on ne s'entend pas avec la CEDEAO? Non. Le Nigeria, c'est un gros marché, certes. Est-ce que vous avez une idée du nombre de femmes maliennes qui vont acheter au Nigeria? Alors, si vous refusez de le donner, pourquoi on va acheter au Nigeria? Je vais vous expliquer. La plupart du temps, ce sont les ustensiles de cuisine. Alors, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui à Dubaï, ça se voit au Nigeria. Alors, si vous compliquez la chose au Nigeria, ben, les gens vont aller à Dubaï. Ils vont à Dubaï. Parce que vous aussi, c'est à Dubaï que vous allez acheter. La plupart du temps, c'est parce que ici, au Nigeria, je veux dire, les gens vont acheter à Dubaï, ils viennent au Nigeria, et puis nous, on va acheter avec eux. Mais les gens ont commencé à comprendre, on va là-bas, mais pourquoi ne pas aller prendre nous-mêmes là-bas? Alors, cette histoire de chantage, qui va perdre? Je suis en train de vous présenter la face visible du iceberg. Ce qui sera plus compliqué encore, c'est quoi? Ils vont nous pousser à mettre notre monnaie en application. Et si cette monnaie rentre, c'est fini. Je suis désolé. Vous allez dévaluer votre CFA. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas. Ça peu importe à Keïta. Cette monnaie sera dévaluée. Mais qui va perdre? C'est pourquoi quand les gens parlent, souvent ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Ils crient, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Si nous décidons, nous, alors je vais donner une idée aux Ivoiriens. Et puis aux Ghanéens. Donc les Ghanéens, on va les laisser, on va donner une idée aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens, aux Béninois, aux Sénégalais, et puis aux Togolais. Alors, Alassane Ouattara aujourd'hui, il a tous les problèmes pour boucler son budget. Le port autonome d'Abidjan est le poumon de l'économie ivoirienne. Mais on nous a fait croire que le port est le poumon de l'économie. Mais à cause de qui le port est le poumon de l'économie ivoirienne? À cause des pays enclavés, les pays désertiques, les pays sahéliens, Mali, Burkina, Niger. Est-ce que Ivoiriens, on vous dit ça? On ne vous enseigne pas ça? Non, non, non. C'est qu'on vous enseigne à l'école parce que j'ai été dans vos écoles. J'étais sur les bancs à l'école là-bas. Ce qu'on dit, c'est le port qui est le poumon. Mais à cause de qui on ne vous dit pas? Alors moi je vous le dis, allez chercher à vérifier. Quand nous on a décidé, j'ai pas fini avec la Côte d'Ivoire, hein. Quand on a décidé de mettre un terme, pas toutes les entreprises, mais de réduire sensiblement nos transits par le port d'Abidjan, Alassane Ouattara a envoyé des émissaires ici pour négocier. J'ai été le seul. Dieu est témoin. Le ministre Abdoulaye Diop est témoin. Allah est témoin. Et beaucoup parmi vous, vous êtes témoin. J'ai dit, monsieur le ministre, ne permettez pas au président de signer quelque chose avec Alassane Ouattara. Si vous le faites et qu'il y a un problème, vous allez assumer devant le peuple du Mali. Quand les Ivoiriens sont venus, ils ont fait 3 jours de négociations et de discussions ici. Quand ils ont fini, j'ai dit, on ne signera rien. Bye bye. Mais les gens pensaient que sans le port d'Abidjan, on allait mourir. Et on n'a rien signé. Ils sont partis, rien n'a été signé à le port d'Abidjan. Rien. Il y a peut-être 2 ou 3 entreprises seulement qui continuent d'avoir encore rien avec Abidjan. Mais on est loin des 1000 milliards de bénéfices que le port a réalisé avec le Mali. Alors, donc quand des petits bâtards s'asseyent sur les plateaux de Côte d'Ivoire, sur les télés en Côte d'Ivoire, et puis ils disent des bêtises, ils disent, mais toi tu es bête ou bien quoi? Les 1000 milliards, là, Ouattara a besoin de ça. Mais désormais, les 1000 milliards vont où? Les 1000 milliards désormais vont au Togo. C'est pourquoi Ouattara, avant le sommet, il a dit que la Côte d'Ivoire ne va pas rompre ses relations économiques avec l'AES. Parce qu'il sait ce que c'est. Je n'ai pas encore fini la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien, Ivoirien. Que s'est-il passé encore? Quand il a fait son balai sur affaire de courant, et d'ailleurs, les gens racontent des bêtises. Oh, blablabla, on va les prendre courant à la Côte d'Ivoire. Ça n'arrivera pas. On ne prendra pas courant à la Côte d'Ivoire. Ça, moi, je peux vous le garantir.
Peu importe ceux qui ont raconté des bêtises, ça n'arrivera pas. Alors, quand on a arrêté, on dit on va pas à la Côte d'Ivoire et le Burkina. J'avais déjà dit, mais le capitaine est venu confirmer tout ce que j'ai dit. Le capitaine a dit, Ivoiriens, regardez vos factures d'électricité. Parce qu'il y a un système que les Blancs ont mis en place. Un système. Aïe, aïe, aïe. Et je sais que la Banque mondiale sera très fâchée avec moi. Parce que je vais dire quelque chose sur la Banque mondiale tout à l'heure, là. Ça va mettre la banque. C'est pourquoi quand je sors, toutes les grosses têtes en Afrique qui comprennent bien le combat que nous menons, quand je sors, toutes ces grosses têtes-là sont assises et bien elles écoutent. Je ne suis pas camarade de quelqu'un, des petits bâtards qui viennent raconter la vie de merde, tu connais rien. Petit bâtard, quelqu'un qui connaît rien, tu viens l'écouter. Tu es vraiment idiot. Les directeurs de banque s'asseyent et puis ils écoutent quand je parle. Je dis bien, les directeurs de banque s'asseyent et puis ils écoutent. Les docteurs, les ministres, les premiers ministres s'asseyent et puis ils écoutent quand je parle. La Banque mondiale, l'Union européenne, le FMI, ils ont mis un système d'esclavage et de domination au sein de la CEDEAO. Je vais vous expliquer. Ils financent certains projets de pays qualifiés de favorables, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, un peu le Bénin, le Togo pas trop, mais surtout la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et puis ils leur disent, vous êtes à l'intérieur de la CEDEAO, on finance vos projets, mais les autres pays-là dépendront de vous. Donc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, seront des pays esclaves des institutions internationales, Bretton Woods, Banque mondiale et FMI, Banque centrale européenne. Ils financent des projets, mais l'objectif, c'est que ces gens-là, nous, on soit interconnectés à la Côte d'Ivoire. Donc, on finance le port autonome d'Abidjan, on finance l'aéroport, on finance certaines productions industrielles, et surtout, on finance la production d'électricité. Et puis, l'erreur fatale, ils ont confondu commerce et politique. Mais quand Dieu veut vous aider, c'est pourquoi ce n'est pas toujours quand Dieu vous donne Corota là. Dieu dit qui aime bien châtie bien. Donc, Dieu dit, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez tomber, ça c'est sûr. Parce que ça c'est ma volonté. Mais ce que j'attends de vous, je vous ai fait don d'un esprit, d'une sagesse, d'une intelligence. Alors, si vous tombez, je vais voir comment vous allez utiliser votre esprit, votre intelligence. Je vais voir comment vous allez l'utiliser. C'est pourquoi nous tombons. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on tombe qu'on a l'expérience. Donc, quand on nous a cogné, on a dit quoi? On a commencé à réfléchir pour nous réinventer, pour nous réorienter. Mais entre-temps, le capitaine a pris le temps d'avertir les Ivoiriens. Regardez, vos factures d'électricité seront salées. Est-ce que les factures d'électricité en Côte d'Ivoire ne sont pas salées? Alors, même si on est bêtement Alassane Ouattara, même si on a peur de dire la vérité, reconnaissez au moins que si nous, aujourd'hui, pour que les Ivoiriens, pour que vos factures d'électricité là soient revues à la baisse, il faut que nous, on revienne en Côte d'Ivoire pour l'interconnexion. Parce que si nous n'est pas interconnectés, Ouattara doit payer sa dette avec le FMI, avec la Banque mondiale, avec la Banque centrale européenne. Ceux qui ont financé, il faut qu'ils payent. Il y a un échéancier entre eux. Eux, ils s'en fichent des problèmes de la CEDEAO. Ils s'en fichent des décisions stupides que vous avez prises parce que ces décisions-là, vous avez cru que c'est une marge de manœuvre pour vous. Mais les données ont changé, les périodes ont changé. Aujourd'hui, le mois prochain, le mois de janvier, il y a une autre augmentation encore qui doit être faite sur la facture d'électricité en Côte d'Ivoire. Alors, quelqu'un qui paye sa facture à 50 000 aujourd'hui est obligé de payer sa facture à 150 000, 175 000. Parce que le Mali n'est plus là, le Burkina n'est plus là, il faut, la Côte d'Ivoire doit honorer ses engagements financiers. Alors, quand vous nous parlez, quand vous nous dites des bêtises, que notre sortie,
Est-ce que nous, on n'est pas en train de nous réinventer? Hier, le Premier ministre, la médecine, a inauguré, merci pour le pouce, hier, la médecine a inauguré, comment on appelle ça, une centrale thermique du don du roi Mohamed VI. À côté de cela, le Niger, il y a des projets de grande envergure qui sont en train d'être faits. Nous ne disons pas que ce sera facile, c'est parce que nous disons, mais nous disons que on est tombé et Dieu dit, il regarde comment on va se relever. Et nous, est-ce qu'en se relevant, on va continuer à marcher la tête baissée et puis aller tomber encore? Non. Comme on est tombé, on se lève, on se nettoie, on regarde droit devant et on fait attention. En d'autres termes, on ne retournera pas en Côte d'Ivoire pour l'interconnexion. Cette interconnexion a été financée par la Banque mondiale pour que le Burkina et le Mali soient interconnectés à la Côte d'Ivoire et au Ghana. Mais il faut payer la facture. Alors quand les gens parlent, est-ce qu'ils savent exactement de quoi ils parlent? D'abord, au niveau du port autonome d'Abidjan, vous avez perdu une marge de manœuvre financière. Vous avez, aujourd'hui, l'argent va quitter où? Vous allez au port d'Abidjan, vous regardez, c'est pas vrai. C'est la même chose avec ce qui se passe au Bénin. Le Niger a absolument abandonné et totalement le port de Cotonou. C'est fait. Et alors c'est ce qu'il vit. Mais qui se frotte les mains aujourd'hui au sein de la CEDEAO par rapport à l'AES? Qui se frotte les mains? Ça va devenir au pays qui se frotte les mains. Le port de Dakar faisait vivre des millions et des millions de Sénégalais. Les petits commerces qui étaient au port, qui étaient aux alentours du port, les entreprises qui ont été créées par rapport au port. Aujourd'hui, vous allez au port de Dakar, c'est le désert absolu. Vous ne voyez, vous pouvez vous arrêter pour qu'un bateau arrive là-bas, c'est 2-3. Donc, la plupart de tous les transitaires qui étaient installés au Sénégal, le Sénégal florissant de Macky Sall, c'est fini. Tous ces transitaires-là, pratiquement 90% ont tous fermé boutique. Donc, quand les gens disent 6 mois, 6 mois, c'est pas pour nous. Nous, on a déjà pris notre décision. 6 mois, c'est pour eux. Les gens vous ont fait une mauvaise analyse des 6 mois. Les 6 mois, c'est pas pour nous, on n'en a pas besoin, puisque avant le sommet, le dimanche 15, le 14, on a annoncé notre décision irréversible. Comprenez bien quelque chose. Est-ce que la CEDEAO est stupide ou idiote? Avant le dimanche, le samedi, les pays de l'AES, en prévision de ce qu'ils vont dire le dimanche à Abuja, on se réunit et puis les chefs d'État font une déclaration. Notre décision est irréversible. Mais c'est un message qu'on a envoyé. Mais si malgré ce message-là, vous nous dites, on vous donne 6 mois. Mais 6 mois là, c'est pour qui? On n'a pas besoin. Il faut être conséquent avec soi-même. On a déjà répondu à la CEDEAO avant que la CEDEAO même ne prenne sa décision. Quelle réflexion ici vous croyez que nous allons avoir avec la CEDEAO? Puisque avant le dimanche 15, le 14 déjà, on a dit notre décision est irréversible. Et on a annoncé des mesures fortes. L'accès AES sera autorisé, sera permise à tous les ressortissants de la CEDEAO. Maintenant, il appartiendra au président de la CEDEAO. Parce que l'AES a piégé la CEDEAO. Est-ce que vous savez, je vais vous dire, je vais faire une confidence. En réalité, la CEDEAO n'avait pas décidé. La CEDEAO n'avait pas véritablement décidé d'accorder un délai de sursis. La CEDEAO, parce que jusqu'à la date du samedi, dimanche, la CEDEAO n'avait pas encore trouvé la bonne formule.
la CEDEAO, logiquement, s'apprêtait à dire que tous les pays membres de la CEDEAO elle-même en tant qu'institution, de prendre, et ça, c'est le piège que beaucoup de gens n'ont pas vu. Parce que l'AES a piégé la CEDEAO. En faisant quoi? Je vous ai fait écouter la déclaration de l'AES. L'AES sera ouverte au peuple de la CEDEAO. L'AES, il n'y aura pas de visa entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Et quand vous écoutez très bien le communiqué ne parle pas d'entreprise, mais le communiqué parle de peuple. C'est-à-dire, le peuple de la CEDEAO a le droit d'entrer sur le territoire de l'AES. Et là, la CEDEAO s'est trouvée confrontée à une déclaration, parce que la CEDEAO pensait qu'on allait faire une déclaration incendiaire. Et là, elle allait réagir. Mais au lieu de cela, on a posé balle à terre, et puis intelligemment, on leur a dit non. L'AES est ouverte à tous ceux qui résident au sein de la CEDEAO. Il n'y aura pas de visa. Pap, la CEDEAO est perdue. Alors la CAD a dit, on vous donne 6 mois. Mais 6 mois, c'est pourquoi? Parce que la CEDEAO était venue pour frapper avec la question du visa. Donc, elle a été prise au coup. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut donner le temps au pays de s'organiser. Je vous ai donné le cas de l'Union européenne. Il y a une forte probabilité, je répète, il y a une forte probabilité que le système de l'Union européenne soit appliqué. Ça veut dire quoi? La CEDEAO n'imposera pas de sanctions, ni de visas, mais la CEDEAO permettra à chaque pays membre de discuter avec l'AES ou individuellement avec l'un des pays de l'AES. C'est ce que Alassane Ouattara a déjà fait. Alors, quand vous connaissez un président comme Ouattara qui ne respecte pas les textes, est-ce que vous croyez réellement que Ouattara, il y a des présidents qui ne vont même pas respecter, peu importe ce que vous allez, parce que déjà, quand l'AES a décidé de, quand la CEDEAO a décidé de nous sanctionner, de fermer les ports, qui a ouvert son port? Je ne parle pas de Doubia Mamadi parce que lui, c'est autre chose. Lui, il est perdu, je ne vais pas parler de lui aujourd'hui. Bon, là, c'est notre débat, je ne vais pas rentrer. Mais aujourd'hui, quand vous regardez avec qui on a signé aujourd'hui un mémorandum, c'est avec le Togo. Et la plupart de toutes nos commandes, de nos importations, ça passe aujourd'hui par le Togo. Alors, qui se frotte les mains? C'est le Togo qui se frotte les mains. La Côte d'Ivoire regrette amèrement sa décision. La Côte d'Ivoire regrette parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, cette manne financière, la Côte d'Ivoire l'a perdue. L'argent cadeau. Mais attendez, c'était juste prestation de service. Le port d'Abidjan, c'est juste une prestation de service. La Côte d'Ivoire a tout perdu. Si tu avais l'habitude d'avoir 1000 milliards par an, mais tu ne fais même plus 1 milliard ou 2 milliards dans l'année, alors que tu faisais 1000 milliards. Donc imaginons que c'est une perte énorme en termes de budget prévisionnel. Ça, c'est l'électricité qui te donne aussi des milliards en termes de prestations de services. Tu perds ça aussi. Alors, vous croyez que Ouattara veut continuer à perdre encore de l'argent à cause de la CEDEAO? Vous croyez que Ouattara veut continuer à se retrouver dans un cas de figure pareil? Non. Il n'a pas envie. Donc, nous, est-ce qu'on n'est pas prêts? Quand Vladimir Poutine, en 2014, a été sanctionné par rapport à son intervention en Crimée, il a compris tout de suite que les Européens et les Américains ne lui feront pas cadeau. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à développer des stratégies. Mais le temps que les gens se rendent compte, il avait déjà tout planifié, ce qui fait que l'agression ukrainienne, l'opération spéciale, quand les gens ont frappé les sanctions, c'était juste les premiers mois. Mais aujourd'hui, la Russie, l'économie russe, fait partie des économies les plus performantes au monde. Et les gens même, ils disent que
il a l'argent, il ne sait même pas ce qu'il doit faire l'argent aujourd'hui. Il a tellement l'argent et il n'a jamais gagné autant d'argent de toute sa vie d'homme politique et de toute sa vie de président de la Russie. Mais qui lui a donné cette possibilité-là? Ce sont les sanctions de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'économie européenne est en train de chuter. Vous croyez que même si la CEDEAO est bête, la CEDEAO ne voit pas les conséquences de ces sanctions à l'Ukraine? La CEDEAO ne voit pas ces sanctions-là sur l'Union européenne. Il voit. Mais est-ce qu'il veut prendre cette voie-là? Est-ce qu'il veut aller sur ce chemin-là? Non. Non. Donc, les 6 mois, c'est pas pour nous. Les 6 mois, c'est pour eux-mêmes. Les 6 mois, c'est pour le taux. Alors, je vais revenir. Vous savez, l'AES, il y a 2 dynamiques. Permettez-moi un peu. Il y a 2 dynamiques au sein de l'AES. 2 dynamiques que vous devez comprendre. Sur les 2 dynamiques, j'avais déjà développé par le passé. Mais Dieu merci, je commence les faits me donnent les raisons aujourd'hui. J'avais développé les 2 dynamiques. Je vous ai dit, c'est pas nouveau. Mon frère Bachilé est là, il peut témoigner. Les 2 dynamiques, c'était quoi? La première dynamique, c'est la sécurité. Et le Tchad a besoin de l'AES pour assurer la sécurité à ses frontières. Le Tchad seul ne peut pas. Et le Tchad a besoin de travailler conjointement et avec le Mali et avec le Niger à sa frontière. C'est comme une zone de 3 frontières un peu. Alors, ça c'est la première dynamique au sein de l'AES. C'est pourquoi l'AES là, on veut pas, l'AES va aller de l'avant. Hein? La deuxième dynamique, c'est sur le plan économique. Le Togo vient de découvrir qu'il peut avoir l'argent à souhait et à volonté. L'argent que Faure Gnassingbé a aujourd'hui, il n'a jamais imaginé de sa vie de président avoir une telle somme. Il est malin, il est très réservé. Mais attendez, si le Mali seul peut donner 1000 milliards à la Côte d'Ivoire, imaginons combien le Mali, uni au Burkina et au Niger, peuvent donner au Togo. Même si vous descendez sur la base de 500 ou 600 milliards, multipliez par 3. Alors que le Niger a une population beaucoup plus dense que celle du Mali. Donc, imaginez un peu les importations du Niger. Combien ça fait? Combien ça peut faire au Togo? Donc, désormais, tout passe par le Togo. Alors, c'est quoi? C'est 2000 milliards? C'est 3000 milliards? C'est 5000 milliards? Je sais pas. Et Gnassingbé, il a ça, cadeau. Quelque chose à laquelle d'ici attendait même pas. Alors, vous croyez qu'il va mettre ça en péril à cause des caprices d'une CEDEAO? Il va pas le faire. Donc, nous, on sait déjà avec quel pays on est en négociation très avancée. Et nous, c'est eux qui perdent leur temps, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Parce qu'ils veulent faire croire que notre sortie là, de la CEDEAO sera problématique. Mais on est déjà habitué à ça. On sait déjà ce qui nous attend. On sait déjà à quoi on sera confronté. On n'a pas de problème avec. Alors donc, voilà un tout petit peu. Ça, c'est une petite, c'est ma toute petite contribution. Vous savez, ça, c'est des chapitres qu'on peut développer encore et encore, sans finir réellement d'éplucher tout le sujet. Parce que quand vous regardez le sommet de la CEDEAO, et contrairement à ce que vous écoutez sur la presse occidentale, notamment française, et dans certains pays, souvent on est un peu emporté. On se pose des questions, mais la réalité, chacun doit savoir aujourd'hui. Ça fait combien de temps on est dans cette dynamique? Ça fait combien d'années on est dans cette dynamique? Mais si pendant tout ce temps, on a pu développer cette capacité de résilience, est-ce que vous pensez que c'est une sortie qui n'a pas été anticipée? Ça a été anticipé. Et d'ailleurs, nous on est pressés parce que nous on veut voir
l'effet de la sortie officielle. Ils ont acté, c'est vrai, mais nous, on veut voir l'effet. Pourquoi? Regardez la monnaie. Parce que jusque-là encore, on n'a rien dit sur la monnaie. Soyons, attendez, on n'a rien dit encore sur la monnaie. On n'a rien dit encore sur la monnaie, mais il y a beaucoup à dire sur la monnaie. Et quand ils disent qu'ils nous donnent le temps de réfléchir à quoi? On a regardé les tests, on a mûrement réfléchi. Maintenant, si vous voulez imposer un visa, ça c'est vous que ça regarde. Parce que dans la vie, n'oublions pas une seule chose, je vous en prie. Rien n'est nécessaire. Tout est utile pour un temps. Je répète, rien n'est nécessaire, tout est utile pour un temps. Dieu seul est indispensable. Aucun pays au monde n'est indispensable. On peut se passer de tous les pays. On peut se passer de tous les pays. On décide volontairement et souverainement, légitimement, de se lier d'amitié avec quelqu'un, avec une institution, avec un pays. Mais, je vais vous poser une question simple. Chacun de nous, on a connu des amis, des parents, des époux, des épouses, des partenaires, des voisins, des enfants, qui aujourd'hui, certains ne sont plus de ce monde-là. Est-ce que pour autant la vie s'est arrêtée pour nous? Moi, j'ai perdu les deux êtres les plus chers de ma vie. Mon père, Gaussou Keïta, qu'il repose en paix, et ma mère, Mariam Diallo, qu'elle repose en paix. Mais je suis là, debout devant vous. C'est le canal que Dieu a utilisé pour m'amener sur terre. Quoi de plus glorieux que ce canal? Quoi de plus important que ce canal-là? Mais ils sont plus là. Alors, est-ce que ne plus être dans la CEDEAO, c'est une fait en soi? Non. Non. Ça fait combien de temps d'ailleurs qu'on n'est même plus en collaboration avec cette institution? Alors, les gens essaient, ils veulent nous faire croire, et les chiffres, les gens sont trop forts dedans. Sortez des chiffres. 36% par là, 2% ici, 100% là-bas, 25%, sortez des chiffres. Notre vie, je dis quelque chose, par rapport direct, je le répète. Dieu dit, vous allez toujours tomber. Mais, c'est comment vous allez vous relever, c'est ça qui m'intéresse. Parce que je vous ai fait un don, le don de mon esprit. Je vois si cet esprit-là, vous allez l'utiliser rationnellement, sagement, efficacement, efficientement. Je vais voir comment vous allez faire. Alors, on a déjà commencé à travailler sur ça. On a trouvé d'autres moyens de transit par rapport aux produits dont on aura besoin. On a trouvé d'autres pays fournisseurs. On a trouvé d'autres partenaires fournisseurs. On a trouvé d'autres voies comme débauche. Alors, ça c'est l'écosystème. La capacité de nous réinventer, de nous recréer, de nous réorienter. On épouse la femme de nos vies, de notre vie, autant pour moi, de notre rêve, qui vous donne des enfants et en cours de route, à un moment donné, soit celle qui décide de partir parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, soit c'est toi qui décides de partir parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Mais attendez, votre vie que vous avez connue reste intacte, chacun prend son chemin, chacun se recrée, chacun se réinvente, et puis la vie évolue. Donc pour moi c'est fondamental. C'est pas la peine de dire que on n'est pas. Et d'ailleurs, moi je vais être honnête, moi je suis pressé d'avoir mon passeport ARS parce que ce passeport-là, j'en ai besoin, je suis pressé, il y a des voyages que je dois faire, je peux pas aller en voyage. Hein? Je l'ai dit la dernière fois, il y a des gens qui ont pensé que j'oubliais, que c'était pour aller rencontrer peut-être un Doubia en Guinée. C'est faux, absolument. Ça n'a rien à voir avec. Moi, j'ai besoin de mon passeport pour voyager parce que j'ai d'autres activités.
j'ai des endroits où je dois aller, j'ai besoin de mon passeport. Moi, je suis pressé que le passeport AES soit opérationnel, que la carte biométrique AES soit. Est-ce que je suis obligé d'aller au Sénégal? Mais si Bassirou ne veut pas me recevoir, je m'en fous. Est-ce que le Sénégal est le seul pays? Hein? Si on est fâché demain matin, tout de suite, on va creuser notre canal et puis Mabana. Alors, les pays, on vit pour un moment ensemble, c'est tout. Alors, si vous estimez que vous n'avez pas besoin de nous, nous aussi, je vois pas pourquoi j'aurais besoin de vous. En Djoula, il y a ce dicton qui dit, si tu n'as pas besoin de quelqu'un, sois certain aussi que les autres aussi n'auront pas besoin de toi. Si la CEDEAO estime qu'elle n'a pas besoin de nous, qu'elle n'a plus besoin de nous, qu'elle ne veut plus être avec nous, Salam Fatia, nous aussi, nous allons montrer à la CEDEAO qu'on n'a pas besoin de la CEDEAO. Mais si elle veut laisser le choix libre à ses membres de négocier avec l'AES, parce que, attention, c'est ce que nous avons décidé. Une diplomatie commune. Je répète, une diplomatie commune. Donc, toute négociation dans le cadre de la CEDEAO sera au nom de l'AES pour les 3 pays. Maintenant, si un pays dit que, moi je vais négocier avec le Mali, je vais négocier avec le Burkina, il appartient à nos présidents de dire dans tous les cas, si c'est dans le cadre de la CEDEAO, nous on reste ouverts à toutes les discussions, mais dans le cadre de la CEDEAO, puisque nous ne fermons pas notre espace à vos ressortissants. Eux peuvent décider de nous imposer un visa, ça c'est leur droit. C'est leur droit. Ou nos ressortissants qui sont là-bas leur imposer de payer une carte de séjour. C'est leur droit. Il appartiendra à l'AES de tirer toutes les leçons, c'est tout. Donc, c'est pour nous, c'est vraiment fondamental. On n'a rien contre qui que ce soit. Parce que là aussi, il faut bien le comprendre. Les gens, souvent, ils ont cette, façon de mentir, de manipuler, de dire des contre-vérités, de dire des choses qui ne tiennent pas la route. Bon, on va pas rentrer dans tous ces détails. On laisse Dieu lui-même, Dieu gérer ces choses-là. D'accord? Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.